Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour, le premier rang est très chaud. Je suis très heureux d'être avec vous et de vous présenter du coup Matti Schneider. Matti qui est directeur de l'innovation auprès de l'ambassadeur pour le numérique. Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai rencontré Matti, qui m'a raconté son parcours, c'est qu'il y a un trait commun de toutes ses expériences professionnelles, c'est en fait la recherche de travailler dans l'intérêt général. À 15 ans, Matti développe des sites web pour des associations humanitaires. Ses premières startups, c'est des startups autour de la mobilité durable et de la qualité dans les hôpitaux. Après ça, il se dit, j'ai un bagage sur le produit, et si j'allais aider l'État, aider les services numériques de l'État avec ce bagage produit. Et donc du coup, il crée son propre poste, il rejoint les services publics, et du coup, il amène cette connaissance produit. Après quelques succès, il se dit, je vais faire un break, je vais aller faire un petit tour du monde, très sympa. Et ce qui est intéressant, c'est que dans son tour du monde, en fait, il n'arrive pas à s'arrêter. Il se retrouve en Nouvelle-Zélande et en Nouvelle-Calédonie à aider sur place les services publics de ces pays. Quand il rentre en France, il est rappelé par l'ambassadeur pour le numérique qui lui propose de venir travailler pour aider à la lutte contre la désinformation. Donc c'est ce qu'il a fait là jusqu'à très récemment, notamment avec la campagne européenne. Et ce qu'il va nous présenter aujourd'hui, c'est comment il applique tout ce qu'il connaît sur le monde du produit au sein des services publics. Donc je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Matti. Merci Christopher. Bonjour. Ah, j'ai un souci, j'ai pas les notes ici sur le retour. J'ai la slide suivante, mais j'ai pas les notes. Si c'est possible de les avoir, ça m'aidera beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, vous présenter les moyens par lesquels j'applique les méthodes du produit au sein du service public. Alors, qu'est-ce que j'entends par service public? Si vous êtes à la Product Conf, je suppose que vous êtes à l'aise avec la notion de produit. Et j'étends la notion de produit au service en incluant tout le dispositif social autour des aspects techniques. C'est-à-dire pas seulement le logiciel, mais également les humains qui vont rendre ce produit actionnable et le rendre évolutif sur la durée. Faire en sorte finalement que l'intégralité du service soit rendue de bout en bout. La partie publique signifie que le service est rendu par un organisme public, mais surtout qu'il respecte les trois grands principes du service public. En premier lieu, la continuité de service. Alors là, c'est carrément décorrélé. Donc, en premier lieu, la continuité de service. Si vous avez un SLA, une garantie de service, c'est-à-dire vous souhaitez que votre service soit accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou en tout cas 99% du temps, vous aussi, vous avez une contrainte de continuité. La spécificité dans le service public, c'est qu'elle va se faire à un instant donné, mais elle va aussi se faire sur le long terme. On a besoin d'avoir des services sur lesquels on peut construire dans la durée. Pas seulement maintenant, mais on fait également faire l'hypothèse que les services continuent à exister dans 2 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. On ne va pas construire une entreprise de transport, par exemple, si on avait peur que les routes s'éteignent du jour au lendemain. Donc la continuité dans le service public, elle est nécessaire. Enfin, c'est un des principes. La mutabilité, c'est le second principe, c'est celui dans lequel on va chercher à faire évoluer le produit pour l'adapter aux usages réels. Donc en fait, vous faites probablement ça aussi. Plutôt que de poursuivre un fantasme, une idée de ce qu'est votre service, vous allez chercher à l'adapter à la réalité du terrain. Là encore, dans le service public, c'est la même chose, mais on a aussi cette notion sur le plus long terme. C'est-à-dire que je dois pouvoir interagir avec l'administration, que ça se fasse à une époque où je peux simplement interagir par voie postale, mais également au moment où le téléphone arrive, je dois pouvoir faire muter les services pour qu'ils soient activables par ce biais-là. Et quand Internet arrive, là encore, je dois les faire muter. Donc, on a souvent tendance à voir les services publics comme étant figés dans le temps, mais en réalité, il y a une contrainte de mutabilité. Le fait qu'elle ne soit pas forcément respectée, ou en tout cas pas suffisamment rapidement appliquée, ça peut être source de frustration, mais ça fait partie des principes fondamentaux du service public. Enfin, un point qui est peut-être un peu plus spécifique, c'est celui de l'égalité de traitement. Si vous ne visez qu'une clientèle spécifique, par exemple des personnes qui ont un certain niveau de revenus, mais des personnes qui vivent dans une certaine zone géographique, vous n'avez pas de contrainte d'égalité de traitement. Le service public, lui, doit être accessible, on a décidé ça collectivement, de manière égale, pour tout le monde, peu importe ses opinions, mais peu importe également son lieu ou ses revenus. Vous n'avez probablement pas de contrainte d'égalité de traitement.
Et ça, c'est une différence. Mais il est intéressant de noter que des aspects peut-être plus techniques, comme par exemple les performances web ou l'accessibilité, vont remettre cette notion d'égalité au cœur des produits qu'on essaie de construire. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que souvent, en prenant en compte les enjeux d'égalité, on va en fait améliorer la qualité de service pour tout le monde. Le fait de ne pas se préoccuper que des personnes qui ont le tout dernier smartphone qui va rendre votre application web en une demi-seconde, finalement, ça va améliorer le service pour tout le monde et probablement augmenter le nombre de clients que vous avez. Donc déjà, après, un premier point qui est intéressant, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui se passerait sur mon service si j'appliquais les principes du service public, ces 3 grands principes? Peut-être que prendre ces contraintes-là pourrait vous aider à améliorer votre produit. Dans la gestion de produits, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à tomber amoureux du problème plutôt que de la solution. On comprend que des usagers convaincus convainquent des financeurs, mais pas vraiment l'inverse. En bref, le principe, c'est de se focaliser sur la création de valeur. C'est ça, le principe de la gestion de produits. La difficulté, c'est comment on la mesure, cette valeur. En fait, c'est l'éternelle question. Les product managers dans la salle doivent se la poser à peu près tous les jours, et la réponse va souvent varier selon à qui on parle. Et pourtant, dans le monde du produit, on est généralement d'accord sur un point. C'est qu'à terme, la valeur usagée qu'on fournit doit pouvoir se retrouver sur les revenus de l'organisation. Même si ça n'est pas dit explicitement, même si on ne l'internalise pas, vous allez voir, c'est très spontané. Par exemple, si je vous montre l'évolution du capital disponible de ma structure, et que je vous dis que j'ai lancé une nouvelle feature fin juin, vous vous dites quoi? Vous dites probablement que je n'ai pas fait un super boulot et que je ferais mieux de le corriger assez vite, parce que ça a l'air de coûter cher, cette nouvelle feature. Maintenant, si je vous dis que la mission de ma structure, c'est de distribuer des prestations sociales et que je lutte contre le non-recours, c'est-à-dire le fait que des gens qui sont en galère n'obtiennent pas les aides auxquelles ils ont droit, parce que mon administration n'arrive pas à les leur donner. En fait, on a toujours tendance à évaluer par défaut la valeur comme étant une valeur financière. Et même lorsqu'on ne l'internalise pas personnellement, par exemple quand on met en place une démarche centrée utilisateur, où on accepte qu'on va peut-être passer un peu plus de temps que nécessaire, que c'est le strict minimum, pour avoir un retour sur investissement, on travaille au final dans une structure qui cherche à maximiser cette valeur financière. Qu'est-ce qui se passe dans un contexte où on pousse les curseurs à l'extrême inverse? Dans le cas du service public, le modèle économique, il est connu, il est fiable, il est simple, c'est l'impôt. Alors je ne prétends pas que vous puissiez répliquer ce modèle économique, n'importe où, mais j'ai envie de vous montrer le genre d'adaptation des pratiques du monde produit qu'on peut appliquer dans un contexte où on considère majoritairement la valeur sociale, pour que vous puissiez vous en inspirer et trouver le curseur qui correspond à votre organisation. Quand on commence à rendre visibles d'autres formes de valeurs, l'histoire qu'on raconte et les choix qu'on va faire au quotidien peuvent être différents, sans qu'on ait nécessairement à tout réapprendre. Commençons par la définition d'une proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est la base sur laquelle on construit tout produit. Si on ne l'éclaircit pas, on risque de produire hors sol. On risque de poursuivre un fantasme qui est éloigné de la réalité. Alors, qui a des chances de réussir. On peut être illuminé et poursuivre une idée, et qu'à la fin, ça marche. Mais ça a plus de chances de tomber en marche que de réussir. Alors, comment on construit cette proposition de valeur? Eh bien, en premier lieu, en comprenant les usagers. Le meilleur moyen de définir la proposition de valeur de manière itérative, c'est d'aller au contact du terrain. Il y a une présentation juste avant dans cette même salle sur le sujet. Donc vous avez des tips sur comment faire de la recherche qualitative. Mais de manière générale, le moyen le plus connu, le plus habituel, c'est évidemment le Lean Canvas. Alors juste pour vérifier si j'ai besoin d'expliquer ce que c'est, qui a déjà utilisé un Lean Canvas? Ok, super. Donc, l'idée, c'est bien de définir la proposition de valeur dans la case qui est au centre, en remplissant petit à petit chacun des autres éléments. On a toujours des questions sur l'ordre de remplissage, mais aussi sur ce qui est pertinent à remplir dans notre contexte. Par exemple, est-ce que je dois d'abord lister l'intégralité des problèmes avant de commencer à trouver des solutions? Théoriquement, oui, puisque je dois préférer le problème à la solution. Mais dans la pratique, excusez-moi, dans la pratique, souvent, commencer à imaginer quelques solutions vont me permettre de découvrir d'autres problèmes. Donc, on se pose toujours la question de comment on le remplit. Il y a des tonnes et des tonnes d'articles sur l'ordre idéal de remplissage d'un Lean Canvas. En fait, il faut toujours se rappeler que ce ne sont que des outils, ce ne sont pas des objets sacrés.
Il ne faut pas trouver la bonne méthodologie avec 1, 2, 3, 4, l'ordre exact. Après quelques années d'expérience à avoir utilisé ces outils-là, typiquement Lean Canvas, dans la construction de services publics numériques, je vais vous montrer comment j'ai adapté le Canva. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines cases que je ne remplissais pas, ou bien que je remplissais systématiquement de la même manière. Et donc, j'ai petit à petit retiré ces cases-là. Alors, lesquelles manquent? En premier lieu, la structure de coût, cost structure. Ça ne veut pas dire que je ne me préoccupe pas du coût. On est toujours dans un budget limité, qui est souvent assez faible, mais la structure de coût elle-même, donc pas la taille de l'enveloppe, mais les lignes qui sont dedans, pour moi, c'est un peu toujours pareil. J'ai des gens à payer, j'ai un tout petit peu de serveurs, de moyens techniques, un tout petit peu de déplacement quand je vais à la rencontre des usagers, et potentiellement, une fois de temps en temps, quand je passe à l'échelle après 1 an ou 2, une campagne de communication. Est-ce que c'est la peine que je rende ça visible sur mon canvas? En fait, pas vraiment. Je n'ai pas de régime assurantiel à gérer, je n'ai pas de rétrocommission, de part variable, que sais-je. Donc ma structure de coût, elle est suffisamment simple pour que je puisse finalement l'avoir toujours en tête. Alors je pourrais pré-imprimer mes lignes canvas, mais il est plus pertinent de questionner l'outil lui-même et de l'adapter à mes besoins. Un autre élément qui manque, c'est les revenue streams, les sources de revenus. Dans les cas les plus compliqués, j'ai une collaboration entre 3 ministères. Bon, j'ai 3 personnes qui mettent de l'argent sur la table. Enfin, est-ce qu'il est nécessaire de cartographier ces flux entrants? Probablement pas. Puis le dernier qui manque, c'est le unfair advantage. Qu'est-ce que c'est mon avantage unique, celui que personne d'autre ne peut répliquer? C'est simple, je suis l'État. Ça, c'est particulièrement dur à répliquer, et c'est particulièrement injuste, mais c'est un avantage, parfois. Pas toujours. En termes de communication, c'est pas toujours un avantage. Si vous allez voir le Twitter de Maître Eolas ce matin, vous verrez ce que je veux dire par le fait que c'est pas toujours un avantage. On peut avoir exactement le même discours, mais selon si on est dans le public ou dans le privé, on va se faire tacler ou pas, ou encenser. C'est assez amusant. Donc, là où je vais attirer votre attention, c'est qu'on peut modifier ces outils. Donc, en retirant ce qui ne nous concerne pas, en tout cas ce qui n'apporte pas suffisamment de valeur pour qu'on y passe du temps. Je vais tousser. Désolé. Inversement, si on compte le nombre de cases, il y en a plus que sur le Canvas. Le Lean Canvas, pardon. Alors, en premier lieu, ce que je rajoute, et ça, c'est pas spécifique au secteur public, c'est vous voyez qu'en dessous de problème et solution, j'espère que vous voyez, en dessous de problème et solution, il y a opportunité et créateur d'opportunité. On m'a fait remarquer que créateur d'opportunité n'est peut-être pas hyper clair, c'est le enablers en anglais. En gros, j'ai rajouté quelques éléments du Customer Value Canvas directement à cet endroit-là. Je trouve ça intéressant de rendre explicite la différence qu'il peut y avoir entre problème et opportunité. Les problèmes, c'est ce qui empêche vos usagers de faire ce qu'ils souhaitent faire. Les opportunités, c'est ce qui peut leur permettre de faire un peu mieux au moment où ils résolvent ce problème. Si vous n'avez que des créateurs d'opportunités et que vous ne résolvez pas de problème, personne ne viendra chez vous. Si vous faites que résoudre des problèmes sans fournir d'opportunités, ma foi, si vous êtes seul à fournir ce service, vous allez gagner, mais ce sera un grand facteur différenciant si vous avez des créateurs d'opportunités. Très concrètement, si vous créez un logiciel de comptabilité, vous êtes là pour simplifier la gestion administrative, faire du suivi budgétaire. Si vous ne faites pas ça, si vous ne résolvez pas ces problèmes-là, personne ne viendra chez vous. Par contre, si vous proposez un import direct du flux financier depuis la banque, que vous proposez un export dans des formats standards interopérables, ces éléments-là, si vous les fournissez seuls, personne ne viendra chez vous. Mais si vous les fournissez en plus de la gestion comptable, il y a des chances que vous vous différenciez par rapport aux autres concurrents. Donc je trouve ça intéressant de rendre ça visible directement sur le Canvas. Cet élément-là n'est pas spécifique au public, comme vous vous en doutez. En revanche, sur la colonne tout à droite, il y a 2 cases qui, là, pour le coup, doivent être un peu inhabituelles. Mission et contrainte. Quand on crée une nouvelle boîte, quand on crée une start-up, on crée une nouvelle entité. On décide intégralement ce qu'elle va faire, ce qu'elle va pouvoir faire. Elle a simplement un cadre légal. Moi, comme dans n'importe quelle bureaucratie, en fait, s'il y a des gens qui bossent chez Orange, ils reconnaîtront ça aussi, on n'existe pas dans un vide. On apparaît dans des entités qui ont déjà une mission et qui en fait ont déjà des contraintes opérationnelles aussi. Et ça, c'est une des limites fortes de l'application du... Merci beaucoup, c'est très gentil. C'est une des limites fortes de l'application stricte des outils de l'entrepreneuriat. Et là où ils échouent souvent au moment de l'intrapreneuriat, dans un contexte un peu différent, c'est qu'ils font l'hypothèse qu'on existe au milieu de rien. Et en fait, on peut faire de l'innovation radicale,
dans un contexte existant. Il faut simplement rendre visibles ces contraintes-là, et c'est ce que je fais ici. Alors, on pourrait dire, si je commence à lister les contraintes, je ne vais jamais rien faire d'intéressant, puisque je vais dire, j'ai pas le droit d'engager du budget, j'ai pas le droit d'aller parler aux gens, etc. Non. Il y a des contraintes qui sont profondément légitimes à remettre en cause, en particulier au sein du service public, mais dans n'importe quelle bureaucratie. Les manières de faire, par exemple, doivent être questionnées. Le nombre de fois où j'ai demandé pardon plutôt que la permission, si on n'avait pas fait ça, on n'aurait jamais rien fait. Mais il y a certaines contraintes qui sont légitimes et qui proviennent de la manière dont fonctionne l'État. Par exemple, aujourd'hui, je travaille à protéger les élections européennes de la désinformation au sein du ministère des Affaires étrangères. J'ai profondément remis en question l'idée qu'un ministère des Affaires étrangères doit se contenter de faire des communiqués de presse. J'ai créé des outils libres, ouverts, qui permettent à n'importe quelle entité, y compris en dehors de l'État, de lutter contre la désinformation. Notre idée a été de renforcer les anticorps naturels de la démocratie. On s'est dit que c'est un problème qui est trop gros pour que l'État puisse agir dessus. Non seulement trop gros, mais surtout ce serait grave que l'État décide ce qu'on a le droit de dire ou de ne pas dire, par exemple. En revanche, il y a déjà des gens qui font un travail. Les fact-checkers, des associations, des individus, peut-être le soir, qui vont dénoncer des éléments comme étant faux. Plein de gens luttent déjà contre la désinformation. En revanche, ils sont isolés, atomisés. C'est des équipes de 3 à 5 personnes. Et chacun réinvente la roue de son côté. Donc, on a créé des outils pour les réunir. Je me rends compte que je n'ai pas indiqué l'URL, je suis désolé. C'est desinfos, comme desinformations.quaidorsay.fr. C'est amusant aussi de voir là typiquement une autre contrainte qu'on a ignorée. Quaidorsay.fr, c'est pas un point .gouv. Ça fait partie des éléments où on se crée des marges de manœuvre qui permettent d'innover. Donc ça, par exemple, ça ne va pas être des contraintes que je vais lister. En revanche, il y a une contrainte institutionnelle forte. Jamais je ne vais utiliser moi-même les outils qu'on a créés pour lutter contre la désinformation d'origine domestique. Si des Français, des Françaises, des responsables politiques français, des entreprises, que sais-je, font de la désinformation en France, ça ne me concerne pas. Et ça, c'est une contrainte qui est légitime, parce que c'est le ministère des Affaires étrangères. Vous voyez la différence qu'il peut y avoir entre contraintes opérationnelles, qu'il faut questionner, et les contraintes institutionnelles, qui, elles, ont du sens, parce qu'elles sont nécessaires à ce que ce ne soit pas le chaos dans la répartition des pouvoirs. Et donc je vous encourage, quand vous êtes dans un contexte où vous n'êtes pas seul à opérer, où vous émergez au milieu d'un contexte existant, à rendre clair les missions et les contraintes. Les contraintes, c'est ce qui va restreindre votre action de manière légitime, et les missions, c'est la manière dont il va falloir que vous racontiez l'histoire. La proposition de valeur s'adresse à vos usagers, les missions vont informer la manière dont vous racontez votre travail. Donc au final, pour comprendre les usagers, on a les mêmes moyens à l'intérieur et à l'extérieur du secteur public. Il faut aller le plus possible au contact du terrain. Et comme on devrait toujours questionner les outils qu'on applique et les adapter à son contexte d'opération, je crois que là, c'est un point commun au final entre service public et produits privés. Même si vous n'allez pas appliquer stricto sensu le canvas adapté que je vous ai présenté, il est important que vous questionnez les outils, même ceux qui sont considérés comme les meilleures pratiques, pour les adapter à ce qui vous apporte, vous, de la valeur. Un autre point commun, c'est une difficulté qui est souvent ignorée, c'est la distinction entre les clients, ceux qui payent, et les usagers. Si jamais c'est pas clair, c'est que vous n'avez pas vu passer ce strip d'un auteur russe. Les clients sont évidemment à gauche, et le point de vue de l'usager, c'est à droite. Ceux qui payent ont souvent beaucoup de fantasmes sur ce qui est le mieux pour l'usager, mais pas forcément une grande capacité à adopter son point de vue. C'est une des difficultés du rôle de product manager, qui doit gérer la tension entre les besoins de l'usager d'un côté et les envies des financeurs de l'autre. Cette tension, elle existe tout à fait au sein du secteur public. En fait, si ce n'était pas le cas, j'aurais probablement pas besoin de faire cette présentation aujourd'hui. Parce qu'on est toutes et tous usagers du service public. Donc si on avait réellement le pouvoir sur ce que l'administration nous offre, on en serait bien plus satisfait. C'est donc bien qu'il y a une décorrélation entre les clients et les usagers. En fait, dans les institutions de la République, les clients sont censés être les représentants élus du peuple. Et les usagers, le peuple lui-même. La tension entre clients et usagers, en fait, on la retrouve dans la tension entre préférence collective et intérêt général. Le politique peut s'adresser à son électorat
et indiquer les préférences collectives, mais l'administration, et ce n'est pas la même chose, doit offrir une égalité de traitement à tout le monde. Troisième principe des services publics, y compris les personnes qui s'opposent aux dirigeants en place. C'est très compliqué de créer un service qui doit marcher pour tout le monde, y compris ceux qui n'ont pas envie de l'utiliser, mais qui doit quand même marcher. Donc cette distinction entre client et usager, elle est bien présente. Et la seule chose qu'on essaie de garantir dans une démocratie, c'est que la majorité des usagers est alignée avec les choix des clients. Alors je vais vous donner un autre exemple concret d'adaptation, de pratique de la gestion produit. Les métriques pirates, ainsi nommées parce que leur acronyme est ARR, qui est le cri des pirates. Il s'agit de définir le tunnel de conversion d'un utilisateur naïf, d'une passante, vers une personne qui rapporte de la valeur à la structure. En se posant des questions autour de, en premier lieu, l'acquisition. Comment faire pour que les usagers trouvent notre service? En second lieu, dans l'activation. Comment on fait pour qu'ils continuent à utiliser le produit après la première fois? La rétention. Comment on fait pour qu'ils continuent à l'utiliser après cette première fois? La recommandation. Comment on fait pour qu'ils poussent d'autres utilisateurs à utiliser notre produit, pardon. Et enfin, les revenus. Comment on fait pour qu'ils nous donnent de l'argent, de la valeur? Ces phases s'appliquent tout aussi bien pour un service public numérique. Je suis avec attention mon taux d'acquisition, taux d'activation, pour voir si la qualité des services qu'on fournit est suffisamment bonne. Et ça fait partie des métriques sur lesquelles on travaille pour s'assurer qu'on a une proposition de valeur claire et qu'on rend un service de qualité. Donc, acquisition-activation, là, globalement, même question, même solution. Communication, potentiellement un peu de publicité, surtout du bouche à oreille, l'expérience utilisateur, fournir un service de qualité, et a priori, les gens viennent. Et de temps en temps, il faut booster un petit peu cette visibilité. Au niveau de la recommandation, je pourrais faire le choix de dire que, après tout, j'ai des utilisateurs captifs, c'est possible, mais c'est une mauvaise idée. Par exemple, Parcoursup. Les étudiants n'ont pas le choix d'utiliser Parcoursup. Je crois sincèrement que Parcoursup est mieux que APB. Sauf que vous avez des utilisateurs qui s'en servent une fois, ne s'en servent plus après, et donc les nouveaux usagers utilisent Parcoursup parce qu'ils n'ont pas le choix, trouvent que c'est nul, et disent que vraiment ça a été une terrible erreur de construire ce service numérique. Est-ce qu'on peut vraiment en juger de l'extérieur? C'est compliqué. Dans tous les cas, ce dont on est certain, c'est que si je vous force à utiliser quelque chose, le moindre problème va vous être insupportable. Je fais le choix de considérer que la recommandation doit s'appliquer de la même manière au service public numérique. Parce que la liberté de choix, la liberté d'usage, c'est le meilleur moyen de mesurer la qualité. Donc, je crois qu'on peut ici mettre une équivalence. En revanche, au niveau de la rétention, est-ce que je veux réellement que mes utilisateurs reviennent? Normalement, vous avez déclaré vos impôts il n'y a pas longtemps. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez un souci. Point bonus. Si vous revenez sur le site des impôts 4 fois pendant la période de déclaration, est-ce que c'est parce que vous adorez mon interface ou est-ce que c'est parce qu'il y a un souci? Là, je cherche à rendre un service, pas à montrer le plus de pubs. Je ne cherche pas à constituer un profil détaillé pour aller vendre des éléments et du temps de cerveau à des annonceurs. Donc selon votre modèle économique, la rétention, ce n'est pas forcément une bonne métrique. Dans mon cas, c'est une super métrique. La rétention est une très bonne métrique pour moi. Mais je dois inverser sa lecture. Je continue à mesurer la rétention, mais là où un site e-commerce va essayer de la maximiser, moi je cherche à la minimiser. Je fais le suivi de tous les différents éléments de l'interface et j'essaie de diminuer le temps qui est passé par l'utilisateur sur chacune des étapes. En fait, sur pas mal de startups sur lesquelles je suis intervenu, la proposition de valeur est encore visible en disant, en gros, en résumé, ça va pas prendre longtemps, ça va être $1 et vous n'aurez pas besoin de revenir. C'est inhabituel comme proposition de valeur. Alors, nous voilà sur cette question des revenus. Comment je fais pour faire payer mes usagers? Par exemple, je pourrais prélever 10% de leur RSA s'ils l'obtiennent grâce à mon site. Alors, c'est quand on voit ce à quoi mènerait une application stricte des outils de gestion produit qu'on comprend qu'il y a quand même un cadre de pensée sous-jacent. Il y a des hypothèses qui sont faites. Et c'est ces hypothèses-là que je vais vous mener à interroger. Puisque dans un contexte extrême, on se rend compte que ça ne fonctionne pas du tout. Peut-être que dans certains cas, chez vous aussi, ces outils vont vous mener à prendre des décisions qui ne sont pas forcément optimales pour votre contexte. Alors, comment est-ce que je fais payer mes usagers?
Pour apporter la réponse, je vais tracer un dernier parallèle. C'est celui de la levée de fonds. En fait, des levées de fonds, j'en fais plein. Alors, je vous ai dit qu'on n'était pas intéressé par l'aspect financier, mais en fait, j'en fais tout le temps. C'est même malheureusement aujourd'hui la plus grande partie de mon travail. Et je fais la totale. Depuis le bootstrapping, où on commence avec nos fonds propres à toute petite échelle, au seed funding, où on a une première levée auprès d'un groupe restreint d'investisseurs qui sont prêts à passer vraiment du temps, à prendre un risque en apportant une part de leurs ressources, au série A, série B, où on a des investisseurs avec un portfolio qui est plus large, qui vont rejoindre les premiers entrants en apportant des ressources substantielles qui vont permettre de passer à l'échelle, de consolider, mais avec une prise de risque qui est moindre. Donc oui, je lève des fonds avec cette décomposition. Mais la différence, c'est que les fonds que je lève ne sont pas financiers. Ce que je lève, c'est de la réputation. Mon expérience, c'est que dans les bureaucraties, et je dis ça pas de manière péjorative, c'est un mode d'organisation, dans les bureaucraties, ce qui permet d'avoir du budget, ce n'est pas la promesse du retour financier, c'est la promesse d'un retour en réputation. La promotion, elle se fait par la reconnaissance par les pairs et surtout par la hiérarchie. Donc ce qu'il faut promettre aux personnes en situation de pouvoir, c'est qu'elles vont être bien vues, elles vont être visionnaires, elles vont être innovantes, elles vont avoir vraiment compris. Si elles nous soutiennent en nous donnant du budget, des postes, de la visibilité, le tampon de leur organisation, je ne peux pas aller voir une ministre, une directrice d'administration, en lui disant si vous mettez 100 000 dans mon produit, vous allez recevoir 1 million. Ça n'existe pas. Enfin, ça existe, ça s'appelle de la corruption, mais ça n'existe pas en France, évidemment. Surtout au sein du secteur public, c'est quand même un peu bizarre. Mais par contre, ce qui va marcher, c'est de dire si vous mettez 100 000, ce qui est quand même pas beaucoup, peut-être que vous allez avoir 3 articles qui vont parler de vous. Si vous mettez 100 000, peut-être que votre administration va être vue comme étant innovante et va avoir un peu plus de budget l'an prochain. Donc cette transformation de capital financier en capital réputationnel, en capital politique, on l'applique également sur les revenus. Les revenus que les usagers peuvent m'apporter, en fait, c'est de la réputation. S'il y a de la bonne presse, des bons commentaires, des applaudissements, une conférence de presse, c'est une ministre satisfaite. Enfin, plus probablement, c'est une ministre qui découvre le produit et qui dit qu'elle trouvait ça génial et qu'elle le savait depuis le début. Mais dans tous les cas, c'est des gens qui nous soutiennent. Et ça, c'est super. Les clients, c'est les représentants élus. Et les personnes qui ont accumulé du pouvoir politique au sein des bureaucraties, qui eux ne sont pas nécessairement élus. Alors, en vous donnant ces exemples, dans un contexte un peu spécial, j'espère avoir pu vous montrer que les outils qu'on utilise au quotidien dans la gestion produit font eux-mêmes des hypothèses qu'on explicite pour ainsi dire jamais. Et vous avez le pouvoir, et peut-être même en partie le devoir, si vous voulez faire de la bonne gestion produit, de questionner les outils et les pratiques qui sont considérés comme les meilleurs et de les adapter au mieux. Et ça, en premier lieu, pour maximiser la valeur que vos produits apportent à vos structures, quelle que soit la forme que prend cette valeur. Mais peut-être aussi, qui sait, pour ajuster un peu les curseurs, on n'a pas forcément à choisir de manière exclusive entre 2 extrêmes. Et j'espère que vous arriverez à trouver des points d'équilibre dans vos organisations qui apportent aussi de la valeur aux autres, et pas seulement à ceux qui ont apporté du capital financier. Merci. Attention au verre. Merci Mathie. Écoute, il y a beaucoup de questions, donc du coup on va essayer de prendre les meilleures, je l'aurais choisi moi-même. Tu as suscité des vocations. On te demande en tant que product designer ou product manager comment rejoindre le secteur public, si le processus de recrutement semble opaque. Ok. Alors, il y a un acronyme horrible qui s'appelle la BIEP. C'est la Bourse interprofessionnelle de l'emploi public. BIEP. C'est un site horrible, c'est une sorte de monster du public et c'est vraiment monstrueux. Il faut chercher avec des mots-clés, alors il faut essayer un coup numérique, un coup digital, un coup design, interface. Bon, c'est un peu la cata, mais toutes les fiches de poste sont publiées à cet endroit-là. Toutes. C'est une obligation pour l'égalité de traitement. Alors, c'est pas hyper encourageant, c'est pas hyper enthousiasmant, mais je vous assure qu'il y a des fois des bons postes qui sont proposés là, et si vous candidatez par cette espèce d'IGiaphone, derrière, vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui sont intéressantes. Donc ça, c'est le point officiel. Alors, ensuite, je vous encourage à regarder beta.gouv.fr, l'incubateur de start-up d'État que j'ai co-construit il y a quelques années et qui aujourd'hui a vraiment passé à l'échelle et pour lequel il y a souvent des recrutements.
C'est à cet endroit-là qu'il y aura le plus d'innovation. Et puis, sinon, vous pouvez aussi aller discuter avec moi tout à l'heure, parce qu'on essaie de consolider un petit peu de puissance au sein du ministère des Affaires étrangères. Mais donc, beta.gouv.fr et la BIEP, ça va être ça, les points d'entrée principaux que je peux vous recommander qui sont directement actionnables. Du coup, toi, sur quel produit tu es intervenu au sein des startups d'État et quels ont été tes plus gros challenges? Alors, j'ai fait l'incubateur de, le simulateur de coût d'embauche, embauche.beta.gouv.fr, je pense que ça doit être encore ça. Donc, c'est vraiment sa toute première version. Donc, j'ai fait l'alpha, quoi, les 6 mois très exploratoires, beaucoup de recherche utilisateurs, pivot. Qu'est-ce que ça a été la plus grande difficulté pour moi? C'était d'arriver dans ce truc qui n'était pas encore un incubateur, on n'était rien, on était littéralement 8 personnes dans une salle qui s'appelait La Grotte parce qu'on voulait juste qu'on disparaisse. Et ce qui a été très dur pour moi, ça a été après 3 semaines, avec mes entretiens utilisateurs, avoir la certitude qu'on n'était pas au bon endroit, on n'était pas en train de livrer la valeur maximale aux usagers. Ma mission initiale, c'était de faire un calculateur de fiches de paye. Et en gros, les entretiens que j'ai eu avec tout le monde, on m'avait dit « les experts comptables vont te tuer ». Je suis allé discuter avec les experts comptables, ils m'ont dit « non, pas du tout. En fait, éditer des fiches de paye, pour moi, c'est l'horreur. C'est un travail qui me prend du temps et qui m'est en fait assez peu, où je suis assez peu bénéficiaire. » Donc, contrairement à ce que tout le monde m'avait dit, ce n'est pas les experts comptables qui n'étaient pas contents. En revanche, ce qui était certain, ce qui est apparu rapidement, c'est qu'en fait, personne n'allait utiliser un calculateur de fiches de paye fourni par l'État s'il n'était pas opposable. C'est-à-dire si vous n'aviez pas la garantie que la fiche de paye éditée par ce truc-là, vous pourriez aller la montrer à l'URSSAF et dire « je ne dois payer que ça ». Et moi, en 6 mois, avec un petit budget, en étant 1 ou 2 personnes, c'était impossible qu'on ait ce niveau de fiabilité-là. Donc, la mission qu'on m'avait donnée n'était pas réalisable. Ça a été une difficulté. Et donc, expliquer la notion de pivot au sein du service public, ça n'a pas été évident. Expliquer qu'en fait, avec la même idée, on pouvait apporter beaucoup plus de valeur en faisant une estimation grossière, mais lisible, du coût d'une nouvelle embauche, plutôt que de faire une fiche de paye officielle, ça n'a pas été évident. Mais ça a marché. Et aujourd'hui, le simulateur de coût d'embauche permet, avec une bonne fiabilité, d'avoir en 15 secondes le coût réel lissé sur une année d'une nouvelle embauche. Donc vous êtes patron de PME, vous avez un nouveau poste qui s'ouvre. Bon, vous vous dites quoi? Si je veux payer quelqu'un 2 000 €, il faut que je sorte 4 000 par mois. En fait, non, c'est pas vrai. Il y a des aides, alors ça va le faire baisser. Puis il y a des cotisations exceptionnelles, alors ça fait un peu plus. Selon le secteur, ça va changer. C'est compliqué en fait de savoir ça. Et donc on a un outil qui en quelques secondes vous permet d'estimer ça avec 15% de fiabilité. Et puis si vous passez un petit peu plus de temps, vous allez répondre à des questions et vous allez réduire de plus en plus jusqu'à être très très fiable. Voilà. Donc expliquer le pivot, ça a été une des difficultés. D'autres produits sur lesquels je suis intervenu, c'est mesaides.gouv.fr par exemple, le simulateur de prestations sociales à destination des particuliers et des aidants. Vous pouvez aller voir mesaides-ides.gouv.fr. La proposition de valeur est simple. Évaluez vos droits à, je crois qu'aujourd'hui c'est 34, 37, je ne sais plus, prestations sociales en moins de 7 minutes. J'ai compté le temps moyen, c'est ça. OpenFisca, qui est un moteur de calcul libre et ouvert qui permet de simuler le système socio-fiscal, à la base français. En fait, le simulateur de coût d'embauche et mes aides s'appuient tous les deux sur le même moteur de calcul, qui est un logiciel libre, qu'on a construit pour ça. J'ai été product manager sur ce produit en 2017. Quand j'ai vu, en fait, fin 2016, on a organisé un grand hackathon international et mon équipe est arrivée en 36 heures à modéliser l'impôt sur le revenu du Mali en utilisant cet outil-là. Alors qu'il n'avait jamais été prévu à la base pour faire ça. Et là, on s'est dit, on tient quelque chose. Donc j'ai obtenu le mandat de renforcer ce produit et on l'a développé. On est passé d'openfisca.fr à openfisca.org. On a embarqué d'autres pays. Et ensuite, effectivement, quand je suis allé en Nouvelle-Zélande, je suis retombé par hasard dans l'accompagnement des gouvernements. Et aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande est le 2e pays après la France à avoir modélisé une grande partie de son système socio-fiscal avec OpenFisca. Et donc ce qu'on a construit là, c'est un commun numérique. C'est-à-dire que ce même logiciel est utilisé et il y a des contributions qui sont faites par des agents publics un peu partout. Ce n'est pas une collaboration formelle, c'est une nouvelle forme de diplomatie numérique. Les États collaborent sur un objet qui rend directement des services aux citoyens, plutôt que de signer des accords de principe, et ensuite chacun reste de son côté.
Comment est-ce que vous faites de la recherche utilisateur au sein des services publics? Est-ce qu'il y a des différences avec la recherche utilisateur dans les startups privées? Bah non, hein. Il faut get out of the building, sortir du bâtiment et aller rencontrer les gens. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, dans la majorité des cas, mes utilisateurs, c'est tout le monde. Donc c'est encore plus simple. Je n'ai pas forcément besoin de passer beaucoup de temps à essayer d'identifier quels sont les usagers cibles. Bien sûr que je vais avoir des early adopters, et donc quand je suis au début, je vais me focaliser sur certaines populations cibles. Pour certains services publics, on va se focaliser sur un sous-ensemble. Par exemple, pour le pass culture, ça vise les jeunes. Donc on va aux endroits où sont les jeunes. On va à la sortie des facs, on va au MJC, on va dans un café qui est pas loin des zones où ils sortent. Voilà. On va rencontrer les gens, c'est tout. On a quelqu'un qui est PO chez Pôle emploi et qui nous dit qu'il ne se sent pas libre de faire de la gestion de produits, d'aller à la rencontre des utilisateurs. Et du coup, il se demande si tu avais des conseils pour faire évoluer les mindsets. Bah, je sais pas, faut pas demander l'autorisation. Est-ce que cette personne peut sortir une demi-journée sans qu'on lui demande où elle allait passer du temps? Si elle peut, dans ce cas, elle peut aller faire une demi-journée d'échange, d'entretien, et puis revenir, et puis ça oriente ses choix de PO. Ok, l'administration ne va peut-être pas reconnaître directement ce travail qui a été fait, mais si elle a des super intuitions depuis qu'elle disparaît une demi-journée par semaine, ma foi, est-ce que vraiment on va l'en blâmer? Ça, je ne sais pas. Et peut-être que 3 mois, 4 mois plus tard, quelqu'un va lui dire « mais c'est marrant ce truc-là, ça marche vachement mieux qu'avant ». Elle pourra dire « en fait, ouais, je suis allé faire des entretiens utilisateurs ». Alors je sais pas, hein, je vais pas rencontrer la personne et je suis désolé si elle est dans la salle et qu'elle est très triste en se disant j'ai déjà essayé, je me suis fait frapper. Donc désolé, on pourra en parler, mais sincèrement, il y a plein d'endroits où il ne faut pas attendre l'autorisation. Il faut juste faire les trucs, montrer que ça marche. Quand on nous pose la question, comment tu as fait? On explique et ça marche souvent bien. Est-ce que vous faites des hackathons qui utilisent les API que vous pouvez produire, notamment au sein des services publics? Ouais, tout à fait. Alors, api.gouv.fr pour le catalogue des API, qui a aussi une histoire rigolote. Après, des hackathons spécifiquement, moi je ne les connais pas tous. Vous pouvez regarder, vous pouvez vous abonner à la newsletter de beta.gouv.fr par exemple. Je pense qu'il doit y avoir des trucs là-dessus. Et puis c'est surtout, en fait, chaque administration, quand elle ouvre une nouvelle API, va souvent, elle, prendre en charge l'organisation d'un hackathon. Donc il n'y a pas des hackathons réguliers sur faire du mashup d'API. Ces API, elles sont quand même là pour fournir des services, pour fournir de la valeur. Donc c'est aussi à vous de vous en emparer. Si vous voulez jouer avec, n'hésitez pas à créer votre propre hackathon, un meet-up avec 10 personnes. Allez, bricolons, qu'est-ce qu'on peut faire avec api.gouv.fr? Est-ce qu'il y a moyen de faire des trucs sympas? De toute façon, c'est du logiciel libre. Si jamais vous rencontrez des problèmes, faites une PR ou au moins ouvrez une issue, faites un rapport de bug et dites j'aimerais bien que telle route soit comme ça. C'est bienvenu. Du coup, une question sur la valeur sociale dont tu as parlé. En fait, comment est-ce que tu le mesures? Est-ce que tu as des exemples de KPI de cette valeur sociale? C'est très compliqué à mesurer. Ce qu'on va essayer de construire, c'est plutôt une métrique d'impact. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas de mez.gouv.fr, c'est le taux de non-recours. Combien de personnes ne demandent pas leurs prestations sociales alors qu'elles y ont droit, alors qu'elles y sont éligibles? Ça, honnêtement, c'est compliqué à mesurer. Alors, on définit cette métrique d'impact. Pourquoi? Parce qu'elle résume la vision. Je peux mettre des gens autour d'une table et dire est-ce qu'on est d'accord qu'on bosse pour qu'il y ait moins de gens qui n'accèdent pas à leurs droits alors qu'ils devraient pouvoir le faire. Par exemple, pour la lutte contre la désinformation, la métrique d'impact que j'ai construite avec mon équipe et mes mandants, c'est diminuer la quantité de désinformation, enfin d'éléments qui sont vérifiablement faux et trompeurs, je ne fais pas la version longue de désinformation, mais la quantité de désinformation moyenne à laquelle un individu est confronté chaque jour. Comment je peux le mesurer? Je peux imaginer des dispositifs pour mesurer, mais ça va être long et coûteux. Donc, c'est le North Star, c'est la destination qu'on vise, c'est l'endroit où on peut créer de l'alignement, mais ce n'est pas forcément ce qu'on va mesurer au quotidien. Mais de la même manière qu'en fait, vous n'allez pas pouvoir mesurer forcément le retour sur investissement de chaque chose que vous faites, parce qu'il y a des retours qui vont être sur la durée. Donc,
On a la métrique d'impact, ensuite on a des métriques d'effort, ou en tout cas des métriques de résultats intermédiaires. Et ça, c'est très spécifique. Si pendant 2 mois, on se focalise sur, je sais pas quoi, améliorer le taux d'acquisition, bah là, c'est facile de créer un dispositif qui dit quel est le taux de bounce, quel est le taux de conversion. Ça, c'est beaucoup plus facile à faire. Donc, en premier lieu, il y a cette décomposition entre métrique d'impact et métrique d'effort, métrique de résultat, qui va permettre de guider l'action, et dans l'autre cas, de s'assurer qu'on a un alignement. Ensuite, dans certains cas, quand on est là pour longtemps, on peut mettre en place des dispositifs longs et coûteux qui vont permettre de faire la mesure de la métrique d'impact. Par exemple, sur MEZ, on a collaboré, après 1 an et demi, 2 ans, on a collaboré avec une école d'économie qui a créé un dispositif en partenariat avec Pôle emploi, où ils ont créé des cohortes de 10 000 personnes, à qui certaines, on envoie le lien vers MEZ, d'autres, on ne le fait pas, et on voit à plus 6 mois s'il y a un taux de non-recours différent entre les deux. Mais ça, vous vous rendez bien compte qu'on ne peut pas le faire au début, quand on incube, quand on démarre. Ce serait trop compliqué de voir si on a un effet à l'échelle nationale directement. Merci beaucoup. Merci.